ainsi que tous les membres des différentes commissions dans thématiques organisationnelles, ainsi que vous tous qui avez participé, chacun, nous tous qui avons participé, puisque c'est grâce à nos efforts collectifs que nous avons pu financer ces assises. Que vous trouviez ici l'expression de ma profonde gratitude. Nous n'étions qu'un petit groupe à un devoir qui s'imposait à nous tous, celui de nous parler, de nous comprendre, de nous retrouver, celui de travailler ensemble avec une seule ambition, œuvrer à une solution pour sauver notre pays de tous les problèmes qui le tirent par le fond et de tous les dangers qui le guettent. À la surprise de beaucoup, malgré toutes les difficultés de tout autre, nous avons réuni nos bonnes volontés et, avec l'apport de nous tous, Congolais de la diaspora et de l'intérieur, nous avons réussi à rassembler tout le monde au-delà des barrières, des clivages, des frontières politiques, idéologiques et clientélistes qui nous divisaient. Beaucoup aiguisent des appétits de prendre le pouvoir. Pourquoi en faire? Se servir? Servir le peuple? Et là, bien souvent, c'est pour se servir une fois arrivé à cette fin. Car cela rime toujours avec des abus. Que le pouvoir appartienne à un individu, à un groupe ou une fraction du peuple, il convient de veiller à ce que des abus ne soient pas commis en son nom. Voilà pourquoi notre premier objectif à l'avenir sera la mise en place d'institutions fortes qui garantiront au peuple congolais l'existence d'un pouvoir sain et utile. Même dans une démocratie, il est important de multiplier les garde-fous. Ce dont je suis d'accord avec vous, je pense, c'est que le Congo nous appartient à nous tous, sans exception aucune. Le Congo ne peut appartenir à un individu, avec sa famille ou avec un petit groupe de personnes. Le Congo est un bien commun dont nous ne sommes que des locataires. Un bien commun qui nous est confié et que nous devons de faire fructifier pour le transmettre aux générations futures. Le peuple congolais, avec ses composants, est une tribu qui doit grandir, s'élever, s'améliorer. C'est la première richesse, un patrimoine auquel nous devons veiller scrupuleusement. Nous devons tirer toutes les leçons de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ces dernières, malheureusement, donc les mauvaises, surpassent beaucoup les premières. Et au nom des morts, de tous les morts pour le Congo, et par respect pour tous les morts victimes de la barbarie politique, je demanderai un devoir de mémoire pour l'application des actes que nous avions soutenus et instaurés lors de la conférence nationale pour les crimes politiques
peut parler d'autre chose aussi. C'est que nous devons prendre parfois exemple sur d'autres continents qui étaient un peu comme nous et qui ont réussi par ailleurs. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, car c'est celui d'un pays qui s'est hissé au sommet des meilleurs États, un des premiers de la classe à l'échelon de la planète. En 1965, un minuscule pays d'Asie du Sud-Est, Singapour, 500 fois plus petit que notre Congo, et aujourd'hui peuplé de 5 millions d'habitants, accédait à l'indépendance quasiment mise à la porte de la Fédération des États de la Malaisie. La ville, une cité souveraine, était une mosaïque de différentes ethnies, d'une majorité chinoise, indienne et du Malais. C'était une cohabitation explosive. Des confrontations ethniques violentes eurent lieu et accélèrent son retrait de la Malaisie le 9 août 1965. À l'indépendance, Singapour, avec très peu de ressources naturelles, connaissait d'importants handicaps. Des problèmes socio-économiques, des émeutes raciales, un chômage massif, le développement de logements et d'accès à l'eau. Pourtant, cet État va devenir un des pays les plus développés et les plus prospères du monde, en termes d'économie, d'éducation, de santé, de transparence, de sécurité et d'urbanisme. Les problèmes ethniques furent résolus par une stricte application des quotas dans tous les domaines: habitat, éducation, administration, police, armée. L'économie singapourienne est reconnue internationalement comme un modèle de réussite, tout en étant transparente et exempte de corruption. C'est à cette transparence et à cette quasi-absence de corruption que l'État, cet État compétitif, a fait tous ses progrès. Et son grand génie furent toujours de consacrer, par conséquence, 20% de son budget à l'éducation, contre seulement 5% à son armée, pourtant néanmoins très performante. Si nous nous imposions des règles strictes que certains ont pu s'imposer, nous pourrions nous relever de l'abîme dans lequel nous avons été jetés. Nous pourrons alors promettre des lendemains radieux, car nous pourrons réellement créer des richesses véritables, car renouvelables, plutôt que de persévérer dans le pillage et le gaspillage qui nous mènent directement à la ruine. Le chemin qu'il nous reste à suivre devra être accompagné d'efforts soutenus dans la justice, l'égalité et la paix pour tous. Et une fois unis, ensemble, tous ensemble, nous franchirons cette étape de la reconstruction de la nation congolaise que certains ont voulu détruire. Tous ensemble, nous sortirons grandis, tout comme notre pays. Je voudrais, avant de terminer, vous présenter ce livre d'or que nous a fourni, que nous a donné Madame Dian ici. Il serait bon que chacun puisse apposer une petite note en souvenir de cette journée mémorable. Cette journée anniversaire de la journée de la Concorde nationale, selon l'acte 41 de la conférence nationale que nous avions prévu il y a déjà 23 ans. Vive le Congo et